6h-9h, Paléo Futur. Antoine Droux, Laurent Haug. Laurent Haug, bonjour. Bonjour Antoine. Laurent Haug, vous êtes notre paléofuturiste en chef. On vous retrouve pour un 19e épisode de Paléo Futur. On va parler ce matin des ancêtres de Wikipédia. Toujours sur le même principe, on explore le passé pour mieux comprendre notre présent numérique. Imaginez un monde dans lequel chacun puisse avoir partout sur la planète libre accès à la somme de toutes les connaissances humaines. C'est ce que nous sommes en train de faire, dixit Jimmy Wales, cofondateur de Wikipédia, dans une interview de 2004. Wikipédia, qu'est-ce qu'on essaie de faire avec ce projet ? On essaie de rassembler la somme des connaissances dans un lieu unique qui fasse référence. On essaie aussi d'organiser le savoir. Il y a une nomenclature, il y a un moteur de recherche. On veut donner un accès libre et mondial. Les fondateurs du projet, les deux cofondateurs du projet le conçoivent comme un service public, un bien commun, c'est gratuit, c'est financé par des dons en nature, des gens qui contribuent leur temps et des dons financiers. Et puis on essaye de donner accès au travers des frontières et dans toutes les langues. Un des derniers objectifs de ce projet, c'est que le savoir c'est compliqué, il y a beaucoup de choses, donc il faut mobiliser toutes les forces pour collecter, organiser tout ce que l'humanité sait. On a besoin de millions de gens pour faire ça, donc il y a un but idéal qui est améliorer la vie de tous par l'accès à la connaissance. Je recite ce cher Jimbo Wales en 2005 à Berlin, nous voulons libérer le savoir, nous sommes une force politique. Donc on retrouve bien ici la dimension idéale du projet Wikipédia. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Ce rêve, Laurent Haug, les fondateurs de Wikipédia ne sont pas, et de loin, les premiers à le faire. Et non, vous savez, chez Paléo Futur, on adore ternir la réputation des gens qui pensent avoir inventé quelque chose. C'est notre occupation favorite. Mais bon, voilà, on va recommencer. Alors, on va décoder les différentes idées qu'il y a dans Wikipédia. La première, c'est cette volonté de rassembler tout le savoir du monde. Alors, il y a un certain Kurt Laswitz, qui est mathématicien et écrivain allemand, qui publie en 1904 la Bibliothèque universelle. Il imagine une bibliothèque avec toutes les œuvres possibles de l'humanité. Alors, il est mathématicien, il sait que les combinaisons, vu qu'il y a 26 lettres, elles sont limitées quand même. Et en 1941, José Luis Borges imagine la bibliothèque de Babel, qui est une bibliothèque totale, donc un lieu immense, qui n'est pas infini, lui non plus, donc une suite de pièces hexagonales qui contient les combinaisons de toutes les lettres dans tous les ordres possibles, donc tous les ouvrages déjà écrits ainsi que ceux qui seront à venir. Chaque livre faisant 410 pages. Bon, je vous prends au mot, Laurent Haug, faisons un petit peu de mathématiques. Je le fais tête, Antoine. J'ai pas de notes, que les auditeurs soient rassurés. Donc 26 lettres, plus le point, plus la virgule, plus l'espace. On n'avait pas les emojis à l'époque. Ça fait 29 caractères, 410 pages de 40 lignes, fois 80 caractères, tout le monde me suit, ça fait 1 312 000. Et donc la bibliothèque comporte 29 puissance 1 312 000 livres. C'est ce qui donne en fait un nombre composé lui-même de 2 millions de chiffres. Alors on va les dire à l'antenne, non, peut-être pas. Mais donc selon le journal Le Monde, la bibliothèque imaginée par Borges remplirait non seulement l'univers tout entier, mais en nécessiterait en fait un petit peu plus, soit 100 millions d'univers de plus. La somme de toutes les informations humaines, ça fait vraiment beaucoup. D'ailleurs, l'idée de rassembler tout le savoir n'a pas attendu l'invention du livre. C'est un enjeu de pouvoir, de puissance, de réputation depuis bien longtemps, depuis bien avant l'invention du livre par Gutenberg. C'est comme au XXIe siècle, qui contrôle le savoir et l'accès au savoir a le pouvoir. Et donc les premières bibliothèques sont créées en Mésopotamie par le pouvoir politique et religieux. Par exemple, un certain Assurbanipal, qui est le dernier roi d'Assyrie, qui crée au 7e siècle avant Jésus-Christ une bibliothèque de 25 000 tablettes d'argile. C'est un peu plus embêtant quand même pour déménager. Mais donc, qu'est-ce qu'on va retrouver là-bas ? Les connaissances scientifiques de l'époque, astrologie, histoire, justice, interprétation des présages. D'ailleurs, là, ça rentrait à l'époque encore dans la science. Mathématiques, astronomie, philosophie, magie, médecine. Les connaissances administratives, les lois, les règles de bon gouvernement, la jurisprudence. Et puis, les connaissances religieuses et mythologiques. Par exemple, l'épopée de Gilgamesh, qui est le premier grand mythe littéraire de l'Occident. Et donc, on arrive avec cette idée de conserver ces 25 000 tablettes d'argile au premier défi, conserver et classer. Alors il faut recopier les textes plusieurs fois. Alors en l'occurrence, on essaie de les recopier 6 fois. À chaque fois sur des tablettes d'argile. À chaque fois sur les tablettes d'argile, et chaque copie fait référence au texte originel pour garder le lien entre la copie et l'original. Autre grand
grande civilisation antique qui va s'atteler à ce problème, c'est l'Égypte. Ils appellent ça les maisons de vie, qui sont distinctes des temples, mais qui abritaient déjà des bibliothèques où officiaient des bibliothécaires et des enseignants. La grande innovation de l'époque, la disruption, c'est le papyrus, qui révolutionne le stockage, plus fin, moins lourd, et donc plus d'informations que la tablette d'argile, c'est sûr, c'est prouvé. Je pense qu'ils n'ont pas eu trop de... Le keynote où ils ont présenté la technologie, ils n'ont pas eu besoin de faire trop d'explications, que c'était mieux. Et donc, il y avait plus d'informations dans moins d'espace. Et alors, on voit que ces lieux commencent à avoir une vocation internationale. Ils attirent des visiteurs d'autres pays comme Hérodote. Et puis, 288 avant Jésus-Christ, la célébrissime bibliothèque d'Alexandrie, qui est fondée par Démétrios de Phalère. Il fixe un objectif à 500 000 ouvrages et la bibliothèque en contiendra entre 500 et 700 000, des volumes, des rouleaux, des documents. À l'époque, on achète et on copie des œuvres de toute la Méditerranée et du Moyen-Orient. Ça devient un centre international de recherche avec des savants payés et logés par l'État, un peu comme aujourd'hui. Et Alexandrie a même des concurrentes comme Pergame en Turquie, Rhodes ou Antioche. Callimaque est né à Cyrène et a fait ses études à Athènes. Il est ensuite venu s'établir à Alexandrie pour travailler à la grande bibliothèque. Et c'est à Alexandrie qu'on va vraiment s'attaquer à un nouveau problème, le classement de l'information, puisqu'on a beaucoup plus de volumes qui tiennent en moins de place. Il faut classer tout ça. C'est plus compliqué que d'empiler des tablettes d'argile. Arrive un poète grec, Callimaque de Cyrène, qui commence à classer l'énorme quantité de volumes de la bibliothèque, et il rédige le premier catalogue de la littérature grecque qui va appeler la table des personnalités dans chaque branche du savoir et liste de leurs écrits, fin de citation. C'est 120 rouleaux avec les informations biographiques sur les auteurs, une description bibliographique avec le titre, les premiers mots, le nombre de lignes de chaque rouleau, le genre littéraire, la discipline et le sujet. En lisant le nombre de lignes de chaque rouleau, je me suis dit, il y a un stagiaire qui a vraiment dû avoir un boulot pas facile pendant l'été. Et surtout, il fait du classement par ordre alphabétique. Alors, il ne met pas d'indication sur le nombre d'exemplaires ni sur leur emplacement, mais il invente le catalogue. Voilà, il n'a pas encore pensé à l'index qui permettrait de retrouver les rouleaux et les volumes, mais il invente le catalogue. Et donc, depuis, ce système a été repris partout, bien sûr, dans les bibliothèques du monde entier, aussi dans les dictionnaires, mais aussi sur le web avant les moteurs de recherche. Rappelez-vous Yahoo, par exemple, qui était un index des sites web classés par catégorie puis par ordre alphabétique. Bon, Laurent, si la bibliothèque d'Alexandrie brûle, l'idée de grande bibliothèque lui survit, au moins jusqu'à aujourd'hui. La plus grande, en 2018, c'est la Bibliothèque du Congrès, qui est fondée le 24 avril 1800 à Washington. Donc on voit la même idée qu'Alexandrie, qui recommence 2000 ans plus tard. La devise annonce quelque part déjà Wikipédia, c'est « The light of all people », la lumière pour tous les gens. C'est 167 millions de pièces, la Bibliothèque du Congrès, 38 millions de livres et imprimés, 3,6 millions d'enregistrements, 5,5 millions de cartes, il y a même des partitions, il y en a 8 millions. Et alors le plus étonnant, 122 millions d'objets non classifiés, c'est quand même un boulot incroyable de faire ça, 15 000 pièces de plus par jour, et puis voilà, c'est un centre de recherche international, comme à l'époque, 1,9 million de visiteurs par an, 110 millions de visiteurs en ligne. Le rêve de la bibliothèque universelle, bien qu'impossible physiquement, comme on l'a vu à travers l'anecdote de Borges, semble pourtant avoir quelques fans du côté de Washington. Les ouvrages de référence sont disposés sur des rayons tout autour de la salle de lecture. Ils sont à la libre disposition du public. Mais seule une faible proportion des 6 millions de livres et de brochures que possède la bibliothèque peut être d'un accès facile. Le reste est rangé dans des pièces spécialement aménagées, d'où l'humidité et la poussière sont éliminées, grâce à un système de climatisation moderne. Intéressant de constater aussi que, comme souvent, la concurrence, même au niveau des bibliothèques, la concurrence entre les pays fait rage. Dès qu'il y a une nouvelle technologie, il y a beaucoup de pays qui essayent de se l'approprier et puis de la développer. La deuxième place mondiale, après la librairie du Congrès, c'est la Bibliothèque nationale de Chine, fondée à Pékin en 1909, la plus grande du continent asiatique, avec 26,3 millions de livres. La France a sa bibliothèque nationale, François Mitterrand, 15 millions de livres. Et puis en Suisse, on a notre bibliothèque nationale à Berne qui collectionne les livres, mais aussi les cartes postales, les portraits, les affiches, et qui prête ces livres à domicile par envoi postal. C'est la Suisse, exactement. Bon, à l'exception des livres précieux. Quand même. Voilà, vive nous. Et voilà, c'est un réseau national, 230 000 utilisateurs actifs en 2013, plus 12 000 par rapport à 2010, comme quoi le livre, finalement, ne se porte pas si mal. Pour fêter son 100e anniversaire, la bibliothèque organise plusieurs expositions. Mais les alphabets constituent le point central de cet anniversaire, qui veut partir des premiers grands ouvrages encyclopédiques et des premières tentatives d'automatiser la lecture.
Cette machine à lire du XVIIIe siècle permettait d'étaler toute une encyclopédie pour une lecture plus commode. Et cela aboutit bien entendu à la révolution informatique dont la Bibliothèque nationale entend fermement être. Le deuxième centenaire de la bibliothèque se passera dans les réseaux de communication, dans l'information, dans la mise à disposition de l'information au niveau national et au niveau international. Nous devons être présents en tant que bibliothèque sur l'explosion de technologie qui est en train de se passer au niveau du traitement de l'information. Toute technologie, le temps passant, se miniaturise. Et en quelque sorte, c'est ce qui va arriver avec la bibliothèque. Comme aujourd'hui, tout devient plus accessible, plus portable, plus démocratique avec le temps. Et en quelque sorte, on va chercher à mettre la bibliothèque en boîte. Les bibliothèques sont peu nombreuses, c'est coûteux, elles sont dispersées. Se déplacer, en particulier dans l'Antiquité, c'est long et c'est dangereux, ou au Moyen-Âge. On va donc inventer l'encyclopédie. Bon, alors pour ceux qui connaissent pas le principe de l'encyclopédie, on peut rappeler en 2 mots, pardon, il s'agit ici de résumer, il s'agit de concentrer évidemment le savoir. Alors on va commencer en Grèce avec des traités. Le Timée de Platon, qui est une encyclopédie dialoguée qui va parler de physique, de biologie, de chimie, de métaphysique. Ensuite, il y a les histoires d'Hérodote. Alors c'est une compilation plus sociologique et anthropologique avant la lettre. Et d'ailleurs, en grec ancien, historia, c'est l'enquête. Hérodote se baladait, voyageait et racontait ce qu'il voyait. À Rome, c'est l'histoire naturelle de Pline l'Ancien, qui ressemble vraiment, là, pour le coup, beaucoup à une encyclopédie. C'est 37 volumes, 20 000 faits. Il s'intéresse notamment aux sciences naturelles, à l'histoire, à la botanique, à la médecine. Et ça restera la source principale du savoir pendant tout le Moyen-Âge. Bon, Laurent, on est quand même là dans des créations presque héroïques, des créations portées par des auteurs. C'était un peu des super-héros, des surhumains. On n'a pas encore inventé vraiment le savoir collectif, les initiatives collectives. Ça paraît petit à petit. Alors, Pline l'Ancien commence, par exemple, à citer d'autres savants. En l'occurrence, dans son travail, on retrouve 500 auteurs. Alors, il y a en revanche une époque charnière pour les encyclopédies, c'est l'époque médiévale. Isidore de Séville, c'est le pionnier. Il est auteur de la première encyclopédie du Moyen-Âge, les étymologies, sorties en 630. Alors il veut sauver l'ensemble du savoir antique qui se disperse selon lui depuis la chute de l'Empire romain. On sent l'espèce de panique de l'avancement du temps qu'on peut retrouver chez nous. Il compile le savoir des autres et là c'est 20 tomes, 448 chapitres de grammaire, d'arithmétique, de médecine, extrêmement populaire durant tout le Moyen-Âge. Plus de 1000 manuscrits sont encore existants de nos jours. Ça sera réédité à la Renaissance 800 ans plus tard, 10 éditions de 1470 à 1530, une tous les 6 ans. C'est quand même assez incroyable que Haute du Savoir ait pu durer aussi longtemps. Et l'organisation de son travail est si rigoureuse et si logique que Isidore de Séville est encore aujourd'hui, et est aujourd'hui d'ailleurs, le saint patron des informaticiens et des internautes. Dingue ça, je savais pas du tout. Bon, à ce moment-là, on va dire quoi ? Enfin, à ce moment-là, un peu plus tard, au Xe siècle, l'histoire s'accélère complètement. L'idée de l'encyclopédie prend, et puis il y a la Souda au Xe siècle, 31 342 entrées, 1,5 million de mots produits dans l'Empire byzantin, selon qui on écoute, c'est un ouvrage collectif ou pas. 1110, Honoré d'Autun qui sort Images du monde, qui est un traité de géographie, astrologie, astronomie et histoire. 1258, Vincent de Beauvais qui sort Le Grand Miroir, la plus importante compilation de connaissances du Moyen-Âge, 4 500 000 mots, la plus grande encyclopédie du monde occidental. Le Grand Miroir, l'image du monde, donc il y a vraiment cette idée de capturer la réalité, de la mettre dans un lieu unique. On veut vulgariser, on veut simplifier, c'est vraiment la même idée que Wikipédia. Et puis, il y a un tournant au XIIIe siècle, Brunetto Latini, un Florentin qui rédige en français une encyclopédie qui l'appellera le Livre du Trésor. C'est la première encyclopédie à rompre avec le latin. Donc là, on voit bien la démocratisation. On essaye de parler la langue des gens. J'apporte le premier volume du dictionnaire nouveau. Il sort, comme on dit, de l'enclume. On l'a fait à coups de marteau. Son poids m'ôterait le courage d'en être souvent le porteur. Malheur à ce coquin d'ouvrage, s'il pèse autant que son auteur. Preuve que l'encyclopédie était indigeste. Ah, évidemment, ça ne se lisait pas comme un roman. C'est au XVIIIe siècle qu'apparaît enfin le projet, The Project en anglais, je crois qu'on peut le souligner, le projet qui ressemble le plus à un Wikipédia du passé.
The Project, 1747, Diderot et Alembert, encyclopédie originale et française, monsieur, enjeu de fierté nationale. Comme Baidu aujourd'hui, par exemple, va vouloir créer son propre Wikipédia. Le Wikipédia chinois, du coup. Le Wikipédia chinois, voilà. Une ambition totale à l'époque, rédiger, je cite, un arbre de la connaissance humaine qui doit contenir un jour toutes les connoissances des hommes. C'est monsieur Diderot qui nous dit ça. C'est la plus grosse entreprise éditoriale jamais engagée. 25 ans de travail, 1 millier d'ouvriers du livre, notamment pour les gravures. On n'a pas les JPEG et les appareils photo à l'époque. 72 000 articles, 17 volumes de texte, 2,7 millions de mots. C'est une démarche collective dès le début. 150 auteurs qui sont structurés dans la société des gens de lettres, des philosophes, des historiens, des médecins, des astronomes, des illustrateurs, dont certains connus comme Voltaire et Rousseau, ce qui est d'ailleurs un exploit puisqu'ils ne peuvent pas s'encadrer. C'est l'ancêtre des plateformes collaboratives. On y retrouve tout un tas de concepts et d'idées que Diderot et d'Alembert utilisent déjà en 1747 et qui ont toujours cours au XXIe siècle. Et ça, Laurent, c'est une véritable révolution. Parce qu'ils inventent énormément de choses. Alors au classement alphabétique classique, Diderot et d'Alembert ajoutent un système de renvoi d'un article à l'autre, qui rappelle, c'est un peu l'ancêtre des hyperliens. C'est abondamment illustré, c'est la première fois aussi qu'on fait ça, c'est l'idée que l'image sert le savoir scientifique, pas seulement à enseigner ceux qui ne savent pas lire. C'est une encyclopédie en quelque sorte multimédia, il y a 11 volumes de planches pour 17 volumes de texte, et puis il y a un vrai objectif d'usage, c'est vraiment du savoir qu'on veut opérationnel, utilisable. Il ne s'agit pas seulement de décrire, mais vraiment de former, d'être concrètement utile. Par exemple, l'article sur le jeu de dames ne décrit pas seulement le jeu et son histoire, mais explique aussi comment est joué. Donc le succès est colossal, c'est 24 000 exemplaires avant la Révolution, c'est un best-seller, et puis c'est un ouvrage qui rapportera 4 millions de livres aux éditeurs. Énorme succès populaire donc pour cette encyclopédie, c'est son titre, certains l'appellent aussi dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, une encyclopédie qui jouera un rôle immense dans l'avènement des Lumières. Ça va répandre l'idéal des Lumières, la liberté de penser et d'apprendre, le goût d'inventer, la nécessité de douter. Un petit peu comme aujourd'hui, Wikipédia répand la liberté d'expression absolue chère à la culture américaine. Alors ça préfigure plusieurs phénomènes connus au XXIe siècle, l'accès facilité au savoir, le savoir simplifié, présenté de façon prête à l'emploi. Un peu aujourd'hui, on a nos livres pour les nuls. À l'époque, on avait l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. La création et la diffusion participative. Cette encyclopédie a été souvent copiée, jamais égalée. Le modèle est immédiatement repris et décliné, un peu comme l'ont fait des millions de gens qui ont voulu reprendre l'idée du wiki à l'époque de Wikipédia. En 1771, la Britannica. En 1788, la Deutsche Enzyklopädie. Monsieur Leron, dit d'Alembert, naquit sur les degrés d'un temple. Ce monsieur d'Alembert est donc un héros de légende? Pourquoi de légende, ma fille? Eh bien, voyons, cette naissance sur les degrés d'un temple, c'est inouï. Je vois qu'il est temps d'éclairer votre entendement. D'Alembert ne naquit pas, mais fut exposé sur les marches de la chapelle de Saint-Jean-le-Rond, près de Notre-Dame de Paris. Oh, le pauvre. C'était un enfant trouvé, alors? Non. Il était fils naturel de Madame de Tencin et du chevalier des Touches. Britannica, Deutsche Enzyklopädie, Universalis, tout ce petit monde va vivre tranquillement pendant 200 ans, se la couler douce sous le soleil, avant de se faire bousculer, avant de se faire disrupter au XXe siècle par un nouvel outil. L'informatique, avec laquelle on franchit plusieurs paliers. Alors, il y a la capacité multimédia, on ajoute le son et la vidéo à l'image statique, l'organisation automatique, le moteur de recherche, les hyperliens dont on a déjà parlé pour naviguer d'un article à l'autre, et puis, bien sûr, le stockage illimité. On n'a plus les problèmes d'un format physique. C'était les CD-ROM, c'est ça? Alors voilà, en 1984, les CD-ROM, rappelez-vous, les CD-ROM interactifs multimédia. Donc les encyclopédies s'y adaptent. On était tous là, waouh! Exactement. Regarde, j'appuie, ça bouge. Britannica, 1989. Regarde, ils ont mélangé du texte avec de l'image. Encarta de Microsoft en 1993 et puis Universalis en 1995. Et dès 1993, les ventes de CD sont supérieures aux ventes des formats imprimés. Donc finalement, contrairement au mythe, ces vieilles encyclopédies qu'on dit n'ont rien vu venir, elles ont quand même essayé de s'adapter et elles ont innové. Et là, c'est le drame.
Les dinosaures ont eu leur météorite. Le monde de l'encyclopédie aura eu en janvier 2001 Jimmy Wales et Larry Sanger qui lancent Wikipédia, encyclopédie libre d'accès, gratuite, sans publicité, basée sur le wiki, fonctionnement collaboratif, les pairs contrôlent le travail des pairs, PAIRS, multilingue, amélioration, évolution constante, obligation de sources vérifiables, règles communes de savoir-vivre et de l'étiquette, contenu librement réutilisable. Et de quoi, pardon, de nétiquette? La nétiquette, Antoine. Ben alors vous étiez où dans les années 90? C'est pas possible. J'ai dormi et j'étais... Vous étiez pas sur Copain d'avant? Vous auriez utilisé AltaVista, vous sauriez ce que c'est que la nétiquette. Je vous envoie un truc sur votre caramel tout à l'heure pour vous expliquer. Donc, il y a du contenu. Il est méchant des fois. Du contenu librement réutilisable sous format Creative Commons. Et donc c'est 5 millions aujourd'hui, 5 millions d'articles dans la version anglaise, 1,7 million d'articles en français. Pour comparer, donc 5 millions d'articles avec les 62 000 d'Encarta à sa mort, avec des guillemets, en 2009, 34 400 articles pour Universalis en ligne. Donc voilà, on est dans d'autres proportions. Et en fait, Wikipédia, qu'est-ce que c'est? C'est les ingrédients du passé auxquels on rajoute une potion magique qui s'appelle Internet. On peut d'un seul coup toucher le monde entier pour diffuser, pour recruter des contributeurs. Même seul chez soi, on pourra préférer les jeux de société aux jeux de patience, en prenant comme partenaire soit un ami lointain, soit un ordinateur. Journaux, lettres, télégrammes, contraventions apparaîtront ainsi sans retard. C'est quand même toujours ce même schéma qu'on décortique à chaque épisode de Paléo Futur, Laurent Haug. Wikipédia, c'est une nouvelle solution pour un vieux problème. Ces problèmes qui ne changent pas à travers les âges. Depuis toujours, avec le savoir, il y a le défi de conserver. Alors la bibliothèque d'Alexandrie, qui a d'ailleurs fini assez mal, malheureusement, avec un incendie, ça vient de se reproduire au Musée national de Rio en 2018, au mois de septembre. Aujourd'hui, on a toujours ce problème de conserver. On a des vieux supports physiques, des vieux parchemins qui sont en train de s'effacer. Il y a même les cassettes audio ou les CD qui disparaissent au bout d'un certain moment. Donc, est-ce qu'avec la dématérialisation, le cloud, est-ce qu'on va arriver avec une sécurité totale? Ça reste à prouver, mais il y a toujours ce défi de conserver le savoir. Peut-être demain, avec le stockage dans l'ADN et avec les blockchains, arriverons-nous à quelque chose de pérenne. Deuxième défi qui ne date pas d'aujourd'hui, le défi d'organiser. Alors, on avait dans le temps les catalogues, les index, les appendices, les addendums. Et puis, aujourd'hui, on a l'indexation automatique, l'analyse sémantique, les hyperliens, les moteurs de recherche. Mais le défi reste énorme. Il continue d'ailleurs à grandir avec la quantité d'informations. Et puis, il y a ce défi de collecter, de créer le savoir. Alors, hier, c'était ces génies, ces héros, comme vous les avez appelés. Puis ensuite, c'est devenu des communautés de savants, et aujourd'hui c'est une co-création ouverte à tous, en tout cas en théorie, puis avec certains problèmes qui viennent, on va en parler tout de suite. Bon, tout n'est pas rose au pays de Wikipédia, il y a plusieurs problèmes, notamment celui de la censure. Wikipédia est interdit en Turquie depuis mai 2017, filtré en Chine. Alors hier, il fallait se passer les copies de texte censurées sous le manteau. Aujourd'hui, on passe par un VPN, mais voilà, la censure n'a pas disparu et malheureusement, elle non plus ne date pas d'hier. Alors les exemples ne manquent pas, mais si on revient sur l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, en février 1752, Louis XV interdit l'impression et la diffusion des 2 premiers volumes. Clément XIII, le pape, la met à l'index et appelle les catholiques à la brûler sous peine d'excommunication en 1759. Il y a un autre reproche, et c'est peut-être le plus fréquent, c'est la qualité, la crédibilité de ce savoir. On l'entend souvent, Wikipédia n'est pas toujours, dans tous les cas, hyper fiable, comme pouvait l'être, au moins dans notre esprit, selon leur réputation, comme pouvaient l'être les encyclopédies. Le raisonnement, il fait du sens, c'est que si tout le monde peut écrire, c'est que forcément c'est truffé de fautes, c'est le vieux débat des amateurs contre les professionnels, l'espèce de promesse de la technologie de mettre tout le monde à niveau. Alors malheureusement, c'est vrai que c'est inhérent à tout format de conservation de savoir. À l'époque, c'était les copistes des scriptoriums médiévaux qui faisaient des erreurs ou qui modifiaient les textes sans dire à personne. Universalis comporte aussi sa part de raté, donc voilà, malheureusement aucun format n'est parfait. Et d'ailleurs, c'est un reproche qui a été fait à l'encyclopédie de Diderot par Diderot lui-même, je vais le citer, parmi quelques hommes excellents, il y en a eu de faibles, de médiocres et de tout à fait mauvais. De là, cette bigarrure dans l'ouvrage où l'on trouve une ébauche d'écolier à côté d'un morceau de maître, une sottise voisine d'une chose sublime, une page écrite avec force, pureté, chaleur, jugement, raison, élégance, au verso d'une page pauvre, mesquine, plate et misérable. Wikipédia n'est donc, Laurent Haug, que la plus récente tentative de l'humanité pour
capturer tout ce que l'humanité sait, tout ce qu'elle a produit comme savoir. C'est donc une initiative qui vient en bout d'une longue liste de l'Égypte ancienne à la Rome antique en passant par le Moyen-Âge et l'époque des Lumières, des tablettes au papyrus, des livres aux bases de données numériques, des tables de personnalité de Callimaque aux moteurs de recherche d'aujourd'hui, des rues d'Alexandrie, de Pékin, de Paris ou de Berne aux tuyaux d'Internet. Chaque époque a, à sa façon, essayé de concentrer un maximum de savoir pour le mettre au service d'autant de monde que possible. Nous avons la chance de vivre le moment où les technologies de l'information accélèrent encore plus le mouvement. On peut plus que jamais rêver à un accès universel au savoir, mais comme à chaque fois avec la technologie, les avancées viennent avec des nouveaux défis, que ce soit la qualité des informations, les fake news qui font le tour du monde en quelques minutes, ou aujourd'hui cette balkanisation de l'Internet qui semble gagner un peu plus de terrain chaque jour. Laurent Haugue, merci, notre paléo-futuriste en chef. Merci également à Jean-Christophe Piot, lui il farfouille pour nous. Paléo Futur sur la Première.